7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Comme vous l'avez constaté, il fait chaud en Guadeloupe et pas qu'un peu depuis quelques jours. Vous me direz que nous sommes en carême et sur une île tropicale, donc que c'est normal, mais pas tout à fait. La dernière fois qu'il a fait aussi chaud à cette période, c'était en 2001. On fait le point avec Thierry Gimonet, responsable du centre Météo France. On peut le constater, comparé en climatologie avec les années précédentes. Si on remonte 30 ans en arrière, on remarque que les 15 premiers jours de mai ici de 2024 sont en anomalie de température très nette. La précédente année où nous avions une anomalie un peu similaire, bien qu'un peu inférieure à cette année, c'était 2001. Donc vous voyez que sur 30 ans, on est dans une anomalie très forte, c'est-à-dire des valeurs supérieures à la normale de plus d'1 degré par rapport aux températures habituelles. On est dans une situation, on va dire, où la température de la mer est aussi en anomalie. C'est ce qui génère justement ces températures élevées, puisque la température de la mer dans le secteur caribéen, même sur l'ensemble de l'Atlantique tropical globalement, on a des anomalies de température de +1 à +2 degrés sur l'ensemble de cet espace maritime. Donc une température de la mer très chaude pour la saison autour d'une île génère forcément des températures déjà minimales qui vont rester élevées, puisqu'elle refroidit. La température ne refroidit pas suffisamment du fait que la température de la mer est importante. Et les températures maximales qui sont aussi élevées parce qu'on a un fort ensoleillement par moment. C'est un élément, un argument que l'on entend souvent, la mer est chaude, donc on va avoir une saison cyclonique catastrophique. Heureusement, je veux dire que le paramètre température de la mer n'est pas le seul élément qui permet de déterminer si la saison cyclonique sera très active. À ce moment-là, on aurait des cyclones dès le mois de janvier, puisqu'on avait déjà 27 degrés en température de la mer déjà dès le mois de janvier. Actuellement, on a une température de la mer qui est à 29 degrés, c'est-à-dire quasiment 2 degrés au-dessus de la normale. On est en avance, on va dire, en température de la mer comme en température de l'air de près de 2 mois par rapport à une saison habituelle. Donc, comme je le disais, fort heureusement, c'est pas le seul paramètre qui va influencer sur l'activité cyclonique. Mais ce que l'on peut dire, c'est que par contre, cette forte température de la mer va générer forcément des situations avec des fortes précipitations durant la saison cyclonique. Donc ça sera peut-être pas un ouragan avec des vents très forts, mais des fortes pluies qui seront le plus probables, en tout cas dans cette saison. Et vous avez noté effectivement le déluge sur Sainte-Rose et les inondations que ça a occasionné pendant qu'il faisait très beau et très chaud du côté de l'agglomération pointoise, par exemple. Et retour sur la nouvelle conférence de l'École de la mer autour de la limitation de la pollution plastique des océans. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique finissent à la mer et affectent toute la faune marine. Une pollution qu'il est urgent de freiner en réduisant et en traitant mieux nos déchets. Juste la base, quoi. Regardez. L'École de la mer donc, est une association pédagogique qui est basée à l'Aquarium de la Guadeloupe et grâce à un partenariat avec EDF Archipel Guadeloupe, on organise tous les mois une conférence scientifique gratuite. Le but c'est que vraiment tout le monde puisse venir participer et donc on en a une sur les coraux, on en a une sur la mangrove, on en a une sur, je ne sais plus la troisième sur quoi c'était. La quatrième donc c'est une association suisse qui s'appelle Ocean Eye. Et qui est venu en voilier dans la Caraïbe et tout au long de leur périple en fait ils font des prélèvements de plastique en mer, ils analysent ces données et ils essayent de faire un peu bouger les choses justement parce qu'ils se rendent compte qu'on a de la pollution plastique beaucoup en mer, en surface, dans les criques, en bord de mer, etc.
Et l'objectif, c'est d'analyser ces données, de voir d'où viennent les plastiques. Et puis dans un second temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette pollution qui est vraiment de plus en plus présente. La Guadeloupe, bien sûr, n'est pas épargnée par cette problématique. Alors il y a principalement deux enjeux importants derrière cette pollution. C'est bien sûr la consommation. Dans tous les pays, partout dans le monde, la consommation explose. Donc il faut absolument qu'on fasse attention, essayer de réduire notre consommation. Quand on va au supermarché, faire des choix pour limiter la quantité, notamment d'emballage alimentaire que l'on achète. Et le deuxième point, c'est bien sûr éviter de disséminer ces déchets dans l'environnement, les mettre en poubelle. Et on espère aussi donc que les autorités feront leur travail et traitent correctement les déchets plastiques, que ce soit en termes de recyclage ou d'incinération. Je trouve qu'on n'en fait pas assez parce que moi quand je me promène, je vois des déchets, il y en a partout. C'est malheureux, mais il faut le dire. Je pense qu'il y a un énorme problème. Cette éducation, c'est vrai qu'on avait à la base une éducation pour protéger notre nature, parce que c'est vrai qu'elle nous donne à manger, elle nous donne à boire, elle nous donne tout. Ici, on a tout. Mais effectivement, dans certaines écoles, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on ne relève pas. Ici, on a un patrimoine naturel. Et c'est vrai que ça fait venir les touristes. Donc du jour au lendemain, si on se retrouve comme le Sénégal, avec des plages remplies de déchets, les gens ne viendront plus. Donc il faudra se reposer la question à savoir qu'est-ce qu'on va devenir. Et ça, c'est important. La loi anti-gaspillage adoptée en février 2020 prévoit l'obligation du tri à la source des biodéchets au plus tard le 1er janvier 2024. Depuis le début de l'année, les professionnels agricoles doivent donc systématiquement prévenir et trier leurs épluchures, pertes et autres résidus organiques issus de leur activité. Alors pour les aider à prendre le pas, l'Agroparc organise des sessions de formation sur la question. Regardez. Depuis plusieurs années, la gestion des déchets marque des pas de plus en plus contraignants pour tous les types, pour la prévention et la gestion de tous les types de déchets. La dernière évolution date de 2024, donc au 1er janvier 2024. Tous les professionnels, donc les agrotransformateurs compris, doivent prévenir et trier les biodéchets, donc tout ce qui est déchets d'origine organique. Donc ça concerne les épluchures, ça concerne les fibres de coco, ça concerne... Voilà. Donc l'idée là, c'est de les tenir informés sur cette évolution réglementaire et de les accompagner justement pour qu'ils puissent embrasser ces nouvelles évolutions et pour aussi en faire des opportunités économiques. C'est l'occasion à travers des échanges de discuter, parce que même s'ils ne le sont pas, mais il faudra aussi par l'expérience des collaborateurs, des experts qui viennent, et leur permettre de trouver les voies et moyens pour pouvoir faire le tri, puisque c'est c'est imposé aujourd'hui, c'est la loi qui impose que quelque part ils fassent le tri à la source, et donc il y a nécessité, je le pense, de trouver ici avec eux des solutions pour les aider à aller vers ce tri, cette collecte certes séparée, mais de toutes les manières les collectivités seront obligées également d'aider d'une certaine manière les agrotransformateurs vis-à-vis de ces déchets. On en a parlé, ce sont des biodéchets, ce sont des huiles usagées, ce sont aussi des eaux de lavage, ce sont aussi des fruits de légumes qui ne rentrent pas, qui sont non utilisés dans le processus de fabrication. Donc voilà ces déchets qui caractérisent la démarche qui est la nôtre et qui permettra, à mon sens, qui permettront la gestion de ces déchets, qui permettra nécessairement que l'on y voit un petit peu plus clair aujourd'hui à travers ce séminaire. Oui, ça nous permet de nous rencontrer tous acteurs de la valorisation des déchets, comprendre un petit peu les enjeux qu'il y a autour de l'anti-gaspillage, et puis savoir quelles sont les aides qui peuvent nous être apportées, savoir les développements qu'on peut mettre en place, les études qu'on peut mettre en place pour éviter ce gaspillage et traiter tous les déchets verts, pour moi en particulier les déchets verts. Et voilà, donc pour se projeter sur l'avenir et le travail qui reste à faire. Nous, on valorise les déchets bananiers, laissés sur les exploitations après récolte en pactage des fruits. Donc ça s'amasse sur les coins et ça crée des montagnes qui se dégradent et ça attire les nuisibles. Donc pour éviter le traitement justement de ces nuisibles avec les pesticides, nous valorisons ces déchets. Nous récupérons ce déchet, nous le traitons et nous faisons de la pâte à papier. À partir de la pâte à papier, tous les produits fabriqués à base de papier sont réalisables. Donc ça passe par le papier simple, jusqu'au packaging, jusqu'au carton, etc. Un reportage de Maxime Morel.
Et on sera à Baïf pour une visite de chantier pour l'amélioration de la distribution d'eau potable sur le territoire. 2 millions d'euros sont engagés par la région pour le renouvellement de 2,6 km de canalisation et la réhabilitation du réservoir de Bellevue. Le reste en images. On est sur les travaux qui se déroulent sur la commune de Baïf. Ce sont des travaux qui visent à améliorer la distribution en eau potable en créant des étages de distribution, en réhabilitant le réservoir de Bellevue qui est alimenté par le réservoir de Bovis et en renouvelant des canalisations de distribution. C'est une opération à un peu plus de 2 millions d'euros hors taxes et qui permet de renouveler 2,6 km de réseau d'adduction et de distribution. Nous avons voulu effectivement faire ces visites pour constater un peu l'avancée des travaux. Nous nous sommes engagés à prendre des chantiers pour le compte du SMGAG. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très satisfaits de ces chantiers qui avancent. Nous sommes à plus de 65% de réalisation sur nos engagements et on espère en fin d'année pouvoir effectivement atteindre les 100%. C'est plus de 62 millions depuis 2022, je crois, que la région a injecté pour pouvoir accompagner les Guadeloupéens et surtout le SMGAG. Et nous allons poursuivre, comme le disait Mme Clissi, qui est notre directrice, à part des travaux sur Petit-Bourg, d'autres travaux sur Baïf et aussi sur Saint-Claude. Alors les travaux dans ce secteur touchent à leur fin. La pose du réseau principal est pour ainsi dire à 90% exécutée. Donc après quoi on va directement faire les essais de pression sur les canalisations pour pouvoir les tester. Une fois que les canalisations sont testées, on va faire la désinfection du réseau et ensuite procéder au basculement et au raccordement de ce dernier. Le tout n'est pas de faire des canalisations, mais il faut savoir un peu, est-ce que la ressource est suffisante pour pouvoir alimenter ces canalisations? Et il s'avère que non, tout n'est pas encore, puisqu'on commence en aval, alors quand il faut déjà commencer aussi en amont, régler le problème de toutes les fuites et des canalisations, parce que mon collègue Verger-Després, qui est un ancien de la Régie des eaux, connaît très très bien les captages. Pour l'instant, il n'y a qu'un captage sur lequel on peut compter, c'est le Pelletier. Nous avons des difficultés pour alimenter un certain nombre de territoires, mais tous ces travaux vont nous permettre vraiment de revenir à une situation normale progressivement. Alors en parallèle de ces travaux que mène la région, le département, nous avons aussi nos opérations actives de réparation de fuites, de renouvellement d'un certain nombre d'équipements, de rénovation de pas mal d'ouvrages. Et tout ça aussi, ça va rentrer dans la dynamique d'amélioration en continu des services de l'eau. Les territoires de Baïf et de Saint-Claude qui sont particulièrement touchés par les pénuries et les coupures d'eau potable. Et notez également que c'est le branle-bas de combat en ce moment à la mairie de Des Haies, puisque la ville se voit contrainte et forcée d'intégrer le SMGAG, mais hors de question pour Jeannie Marc qui refuse de prendre le risque de voir la distribution d'eau se dégrader sur son territoire, et c'est sans compter l'augmentation prévue du prix de 80%. En tout cas, la municipalité cherche les voies et moyens d'éviter de céder la gestion de la ressource aux syndicats mixtes. Et lancé le 3 novembre dernier, le réseau de violences intrafamiliales restitue ses premiers travaux, l'occasion de présenter les avancées en termes de coordination des divers services sociaux. Regardez. Alors ici, donc, on est à la résidence départementale du Gosier, puisque le département a organisé, en lien avec la justice et avec Justine Bénin aussi, mais c'est surtout le département qui a organisé donc cette grande conférence sur l'accueil des victimes, l'accueil et la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Sommes-nous au rendez-vous? Et c'est cette question qui est très intéressante et justement sur laquelle on débat depuis tout à l'heure autour de tables rondes. Aujourd'hui, il fallait mettre l'accent sur l'accueil et comme je dis, il faut que nous ayons des outils pour mieux déceler, pour mieux réparer et accompagner ces différentes personnes. Et avec satisfaction, j'ai entendu qu'au-delà de nos initiatives, qu'il y a des initiatives au niveau donc des avocats, 40 avocats qui seront formés, au niveau de la magistrature, qu'on prendra en charge du dépôt de plainte jusqu'à la protection et à la sauvegarde. Se réunir ensemble avec toutes les institutions, les partenaires, les associations privées, publiques, toutes les instances pour essayer de trouver une solution pour l'amélioration
d'accompagnement des victimes d'infractions pénales, mais aussi de violences conjugales, de violences intrafamiliales, et de pouvoir proposer un accompagnement qui serait le plus efficient possible par rapport aux difficultés que rencontrent ces personnes sur le territoire. Le réseau Vif du Conseil départemental a été lancé en novembre dernier, donc nous travaillons en atelier depuis déjà plusieurs mois. Aujourd'hui, c'était un peu la restitution des sujets sur lesquels nous avons travaillé depuis tantôt, et peut-être une amorce de la coordination entre les différents acteurs qui sont en lutte contre les violences intrafamiliales. Et ce réseau Vif piloté par le conseil départemental va effectivement générer d'autres formes de conférences, d'autres tables rondes sur des thématiques intermédiaires, et nous essayons d'avancer ensemble. Donc c'est d'une importance capitale, et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans l'actualité, quand on voit cette problématique de violence prégnante en Guadeloupe, eh bien, je crois que nous avons tous notre place ici aujourd'hui. Et nous avons mis en place une chargée de mission qui sera dédiée à 100%. J'ai annoncé qu'on va créer dans chaque intercommunalité une maison de la femme avec comme objectif l'accueil, mieux accueillir psychologiquement, socialement, en termes d'hébergement aussi, également faire l'évaluation et la réorientation. Et bien sûr, dans le cadre du fonds pour la cohésion sociale que nous allons mettre en place, les 10 millions, ce qui nous permettra de mieux accompagner les initiatives des associations et toute initiative dans ce sens. On enchaîne avec le comité de pilotage du projet de Technopole Audacia qui prendra place au Morne-Bernard à Bémao. Un projet d'écoquartier d'envergure qui bénéficiera d'une surface de 93 000 m² d'activités et de services. Un pôle tourné vers les hautes technologies, la recherche, mais aussi le renforcement de l'action sociale. Coût des travaux estimé à 12 millions d'euros et une livraison, on verra. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes sur un comité de pilotage du projet d'envergure que nous avons sur notre territoire, et à savoir la Technopole Audacia Caraïbes. Je le disais à l'instant, un projet d'envergure puisque c'est un projet à haute qualité environnementale. Nous venons de recevoir à l'instant virtuellement une nouveauté puisqu'on est sur de la technologie, notre certificat à haute qualité environnementale. Nous travaillons avec toute cette équipe aujourd'hui sur à la fois les avancées du projet, des travaux, particulièrement les avancées sur les dévoiements de réseaux d'eau potable, dévoiements des réseaux d'eau d'irrigation. Également, la réflexion est menée sur le calendrier, bien sûr, puisque la phase opérationnelle doit démarrer et livrer d'ici début 2025 dans tous les cas. Également, nous allons discuter sur tout ce qui concerne les modalités de cession, donc de vente aussi également. Et donc, aujourd'hui, je me réjouis de cette avancée sur ce projet, ainsi que les différents, je dirais, objectifs que nous avons mis en place, particulièrement en matière de sites, de corps attendus, que ce soit sous les métiers des énergies renouvelables, avec l'école des ingénieurs également, qui sera là, EDF qui est déjà installé. On a un espace, on aura un centre d'affaires, bien entendu, qui sera aussi là. Et puis, il ne faut surtout pas oublier tous nos pépins également, parce que l'idée, c'est que la pépinière, qui est une pépinière aujourd'hui sur Bémao, qui était dans je dirais, le début de l'idée pensée même de ce projet, avec une casquette ville qui est devenue aujourd'hui régionale, et bien que nous puissions réussir ensemble, puisque c'est pas moins de 3500 emplois qui sont attendus sur cet espace-là, et donc nous voulons faire vite. Nous voulons un bel aménagement doux, durable, avec des mobilités qui seront douces. Là, au moment où je vous parle, nous sommes en train de parler des mobilités, comment on va pouvoir se déplacer sur le site, et c'est bien desservi. Donc c'est ce que nous souhaitons. Continuer à avancer sur des champs comme celui-là, de manière à faire réussir Bémao et réussir la Guadeloupe.
Et maintenant, nous allons parler d'une opération réalisée par l'association Copain. Et à cet effet, je reçois Marie-Alicia Seus, coprésidente de l'association, et Alexia Farnou, bénévole au sein de Copain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut déjà présenter l'association Copain? Donc, c'est COP1, donc un petit jeu de mots qui a été fait. On est copains. C'est ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites? Du coup, alors l'association COP1, donc c'est une association à but non lucratif, donc qui lutte contre la précarité étudiante. Donc lorsqu'on parle de précarité étudiante, c'est non seulement des denrées alimentaires qu'on distribue, mais aussi également au niveau des vestimentaires, l'accès à la culture et aussi l'accès sportif. Est-ce que tu peux nous parler de la réalité que vous voyez justement au quotidien? On a tendance à se dire que bon, les étudiants, il y a les parents, il y a du monde autour, donc la vie est simple, la vie est facile, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai. Alors, il faut savoir que l'association COP1 donc, a été créée depuis en France. Donc, la première association est à Paris. Donc, elle s'est développée ensuite en France hexagonale et également en Outre-mer. Donc, on a tellement il y a un besoin. C'est ça. Donc, notamment en Martinique. Donc à Fort-de-France plus précisément, et du coup en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Il faut savoir que les jeunes ont décidé de créer cette association, donc après le Covid, parce qu'en fait il y a eu l'inflation, et beaucoup de jeunes se retrouvaient à ne pas pouvoir manger à midi, tellement c'était compliqué pour eux. Et c'est pour cela qu'à l'heure aujourd'hui, donc cette association est gérée par et pour les étudiants et qu'on est là aujourd'hui pour faire la promotion, pour dire justement, surtout nous par exemple, si on prend notre exemple, des fois on est boursier mais on n'a pas forcément la bourse. Il y en a qui n'ont pas droit à la bourse parce que malheureusement, par rapport aux parents, c'est compliqué. Mais justement, il y a des fois on en a vraiment besoin, mais on n'est pas écouté. Je voudrais intervenir Bien sûr. sur le fait que justement, il y a pas mal d'étudiants qui ne sont pas boursiers, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont boursiers et qui se retrouvent dans des situations comme les étudiants non boursiers. C'est-à-dire que la région ne nous a pas encore donné nos bourses. Donc pour cette raison, les étudiants sont dans une précarité pas possible parce que du coup, il n'y a pas d'argent, ils sautent des repas, comme on a dit. Donc, il n'y a qu'à voir, quand on fait des distributions alimentaires, on reçoit à peu près une bonne centaine d'étudiants, voire même 200. C'est la queue. Il faut venir voir. Hein. On a la queue. On voit au national, on a vu beaucoup de reportages, on filme des queues interminables. Exactement. Donc, même en Guadeloupe, là, ça vient de commencer. Donc, on est pionniers, j'ai envie de dire, en Guadeloupe. Mais c'est incroyable. C'est choquant. Et quand vous vous interpellez dessus, qu'est-ce qu'on vous répond? Alors, je tiens à préciser justement cela. Donc, déjà, on vous remercie de nous avoir écoutés parce que c'est vrai qu'on a envoyé plusieurs mails via les médias ou encore on a essayé de vraiment relancer certaines collectivités, mais c'est vrai qu'on ne les entend pas forcément. Donc, aujourd'hui, on aimerait se faire entendre pour qu'ils puissent aussi partager l'information aux étudiants puisqu'il faut savoir qu'on fait des distributions alimentaires pour les étudiants post-bac, mais notamment pour les jeunes de 18 à 25 ans n'étant pas en études. Donc, c'est important de le dire. Ah, vous laissez les personnes sur le carreau, vous voulez aider tous les jeunes. C'est ça, on veut vraiment aider tous les jeunes, donc non seulement, même s'ils ne sont pas étudiants, donc de 18 à 25 ans, ils peuvent venir y bénéficier, mais également les étudiants post-bac. On essaie vraiment de viser tous les étudiants possibles. C'est vraiment notre objectif. Très bien. Et vous organisez donc très prochainement encore une manifestation. C'est ça. Donc, samedi 18 mai, donc ce samedi, de 10h30 à midi, donc nous organisons une distribution alimentaire. Donc, comme je disais, c'est destiné aux étudiants post-bac et également aux jeunes de 18 à 25 ans n'étant pas en études. Donc, on les invite à venir, de vraiment venir s'informer. Donc, pour le moment, nous faisons des distributions alimentaires, mais on prévoit, justement, de faire des distributions aussi vestimentaires également et de créer justement des accès sportifs et aussi à la culture. Donc, venez et vous découvrir. Il faut que vous voyez aussi pour les passes culture. Oui. Peut-être les mettre au courant, essayer de faciliter pour qu'ils puissent savoir. Également. On invite aussi les jeunes aussi grâce au CRIJ parce qu'il faut savoir qu'on a un partenariat avec eux qui les informe aussi sur toutes les aides qu'ils peuvent avoir, donc sociales aussi, financières et qui nous aident tout le long. Donc on les remercie aussi également parce que sans eux, Copain n'existera pas. Donc rendez-vous ce samedi. C'est ça. Non, alors je précise.
remplissez vos bons, venez avec vos pièces d'identité ou vos cartes étudiantes, on va vous recevoir convenablement, vous serez bien reçus, vraiment, n'hésitez pas, venez. Et il ne faut pas avoir honte, parce que oui, souvent les gens ont honte de venir, mais il faut venir. Parce que c'est vrai qu'autour de nous, il y a pas mal d'étudiants aussi qui n'osaient pas, et qui n'osent toujours pas, qui font récupérer par d'autres personnes, parce que voilà, mais franchement, venez, vous n'êtes pas tout seul, on est tous dans la même bateau. Vous n'êtes pas là pour juger. Voilà, comme tout à fait. Je dirais souvent, venez comme vous êtes, on est prêt à vous accueillir, et surtout, on est dans la même situation, on est quand même bénévole, mais on a aussi nos difficultés. Donc on vous attend. Voilà. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour de jeunes étudiants ou pas d'ailleurs, comme vous en tout cas. Ça va se passer où ? Et si on veut donner des choses à l'association aussi, si on peut avoir... Alors oui, j'allais contact. revenir justement. Oui. Alors si jamais il y a des personnes qui voudraient également nous faire des dons, donc autres que des étudiants, donc des parents ou des organismes, donc vous pouvez me contacter au 06 90 16 01 14. Et gratuit. 16 01 14. Et justement, vous pouvez aussi également nous contacter via le mail qui va s'afficher du coup, je pense, sur l'écran. Donc n'hésitez pas. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.